Réunis ce 17 mai 2017 à Conakry, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, confiaient à la nouvelle équipe qu'ils venaient de porter à la tête du Haut-Commissariat un mandat de 4 ans. Aux priorités fixées à cette occasion sont venues s'ajouter les orientations stratégiques de la conférence des chefs d'État tenue à Bamako en octobre 2019. Ces missions allaient devoir s'exécuter malgré la survenue brutale, quelques petits mois seulement plus tard, de cette chose terrifiante, d'autant plus innommable que l'on a du mal à s'entendre sur son genre, le ou la Covid. L'accroissement de l'offre énergétique par l'accélération des projets de construction d'ouvrages hydroélectriques. La réalisation du programme de gestion environnementale et sociale de Guyana. L'accélération des programmes du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR, pour l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin. La réforme institutionnelle de l'organisation. Ainsi donc, malgré de multiples vents contraires, la difficulté à mobiliser des financements, même pour l'OMVS qui jouit depuis des décennies de la confiance des partenaires extérieurs, la survenue soudaine et violente de la pandémie du coronavirus en 2019 à une étape cruciale de leur mandat. Se jouant de ces récifs et d'autres, le haut-commissaire et son équipage ont tenu le cap fixé sur les objectifs assignés. Dans le domaine de l'énergie, le projet Manantali 2, conçu pour optimiser le rendement du premier ouvrage hydroélectrique, l'extension de son réseau haute tension est à l'heure actuelle en partie achevée. Les 5 groupes turbines alternateurs de 40 MW de la centrale hydroélectrique ont été entièrement remis à neuf et sont à l'heure actuelle en état de parfait fonctionnement. Concernant l'extension du réseau, la ligne Kaï-Tambacounda est réalisée à 100%. Elle permettra d'interconnecter le réseau OMVS au réseau OMVG tout en renforçant davantage les critères de redondance, de sécurité et d'alimentation des États de l'OMVS. La ligne Manantali-Bamako, dont les travaux ont démarré, viendra en augmentation de la ligne ouest qui existe déjà, avec pour fonction d'améliorer les transits d'énergie vers la capitale malienne. Quant à la ligne Kaye-Limane-Tintane-Kifa, qui va sécuriser davantage l'alimentation de la Mauritanie à partir du réseau OMVS, son financement est activement recherché. Le complexe hydroélectrique de Guyana, dont la première pierre avait été posée depuis le 17 décembre 2013, a connu une évolution décisive. Grâce à un suivi rigoureux par le Haut-Commissariat et la SOGEM, le Haut-Commissaire s'est rendu en personne pas moins de 3 fois sur le site de Guyana, et en dépit des fortes perturbations occasionnées par la mise en quarantaine pendant un bon moment d'une partie du personnel technique en raison de la pandémie, les travaux de construction ont évolué à un rythme tel que le 11 mars 2022, jour anniversaire de la naissance de l'OMVS, la centrale hydroélectrique de Guyana entrait officiellement en service. La réalisation de Koukountamba, 294 MW, qui sera le 4e et plus grand ouvrage hydroélectrique de l'OMVS, situé sur le Bafi en Guinée, a franchi une étape critique. En effet, le 26 février 2019, le haut-commissaire de l'OMVS signait à Conakry, avec la société chinoise Sinohydro, le contrat commercial pour le financement et la réalisation du projet. La mobilisation de son financement est en bonne voie. Les États membres de l'OMVS ont déposé en mai 2021 leur requête de financement auprès des autorités chinoises. De même, en signant le 26 juin 2020 à Dakar avec la société chinoise CEMEC le contrat commercial pour la construction du barrage à but multiple de Gourbassi, l'OMVS a franchi une étape cruciale vers la concrétisation de ce projet. Le barrage de Gourbassi, situé sur la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, va améliorer substantiellement la régularisation du fleuve, renforcer la navigation, offrir plus de possibilités à l'agriculture de décrue et de contre-saison, augmenter l'énergie électrique disponible pour les États
de l'OMVS. C'est une évidence, la diversification de l'offre énergétique et des sources de production est devenue aujourd'hui une nécessité impérieuse. Ainsi, en décembre 2019, le Conseil des ministres de l'OMVS a décidé de doter le bassin du fleuve Sénégal d'une capacité de production de 400 MW à partir d'autres énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire. C'est l'initiative 400 MW. Décision concrétisée à cet effet par la signature de protocoles d'accord entre l'OMVS et des partenaires. Les études de faisabilité et les études financières des projets identifiés sont en cours. Elles ouvriront sous peu à des négociations sur les modalités précises de réalisation et d'exploitation des futures infrastructures. Composante essentielle du programme initial de l'OMVS pour l'exploitation du fleuve Sénégal, la navigation a connu des avancées significatives. Toutes les conditions préalables multiples et complexes, en l'occurrence de nombreuses études approfondies d'impact sur l'environnement et sur les autres usages du fleuve et de son eau, sont à présent toutes remplies. Et le 11 octobre 2018, le haut-commissaire paraphait un contrat commercial matérialisant le projet de restauration de la navigabilité sur le fleuve Sénégal dans sa partie comprise entre Saint-Louis du Sénégal et Ambidi au Mali sur une distance de 900 km. Le programme de gestion environnementale et sociale du projet hydroélectrique de Gouina, le PGS, lui aussi a été réalisé avec succès. L'OMVS a mobilisé sur fonds propres 8 milliards de francs CFA pour une relocalisation réussie des populations déplacées à cause de la construction du barrage. C'était une priorité du cœur autant que de la raison. C'est donc avec émotion que le haut-commissaire évoque l'aboutissement heureux de ce projet. J'identifie vraiment comme une source de fierté, parce que pour une fois, nous ne dépendons pas d'un appui extérieur. C'est une ressource propre générée à travers notre activité qui permet de financer, avec bien sûr l'autorisation du Conseil des ministres, un projet qui va au bénéfice des populations qui sont touchées dans ce qu'ils ont de plus important. Et quand on déplace une population, c'est une perte des lieux mémoriels, c'est une perte des terres de culture, mais plus que ça, il y a un impact psychologique important. Mais c'est le lieu vraiment de saluer le patriotisme de nos populations. Parce que sans colère, sans rancœur, malgré les conditions difficiles de relocalisation, elles ont accepté de payer ce prix, donc ce sacrifice-là, pour que ce bien commun puisse profiter à l'ensemble des États. Sur les 4 sites de réinstallation, des logements modernes, des infrastructures sociales diverses telles que mosquées, centres de santé et écoles ont été construits et livrés, ainsi que des équipements pour l'approvisionnement en eau potable et en électricité. Le projet compte également d'autres volets tels que l'accompagnement pour des activités génératrices de revenus, la protection de l'environnement, l'équipement des écoles et des centres de santé. Le PGIR, dédié principalement à l'amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie des populations, a enregistré des performances notables. La cadence des décaissements s'est accélérée régulièrement, ce qui est en soi un indicateur fiable de célérité dans l'exécution du projet. Les taux ont fait des bonds spectaculaires, passant par exemple pour les financements Banque mondiale de 23% au mois de juin 2017 à 91,08% au 31 août 2022. Pour obtenir ces résultats fort appréciables, le PG s'est appuyé, entre autres, sur les structures techniques compétentes ci-après des 4 pays. DNGR en Guinée, l'ADRS au Mali, la SONADER en Mauritanie et la SAED au Sénégal. C'est pendant ces 4 dernières années qu'une très grande partie du PGIR a été réalisée dans les 4 États. Ainsi, 635 hectares de périmètres irrigués villageois et de petits périmètres maraîchers ont été réalisés en Guinée, au Mali et en Mauritanie. En outre, 2900 hectares de terre et 4,8 km de berges ont été protégés en Guinée et au Mali. 240 hectares de périmètres irrigués villageois et de périmètres maraîchers ont été aménagés et équipés au Mali et en Mauritanie.
des forages d'hydraulique villageoise et pastorale, des mini-forages agro-pastoraux, des adductions d'eau potable ont été réalisées en Guinée et au Sénégal. Des voies d'accès, des passerelles. On peut continuer ainsi à citer, à perdre haleine, les réalisations du PGIR. Des magasins de stockage de produits agricoles, des étangs, des mares piscicoles, des débarcadères, des marchés à poissons, un cercle de pêche ont été également réalisés et livrés aux populations des 4 États. Pour le Sénégal, on rappellera en particulier le recalibrage et l'endiguement de l'axe hydraulique Diawel, la réalisation d'ouvrages de prise d'eau pour les périmètres irrigués, le curage du marigot de Djoulol, l'aménagement des seuils sur le Wendou et la construction de l'ouvrage de contrôle de décrue de la cuvée de Yédia pour 4000 hectares. Plusieurs projets d'adaptation au changement climatique ont été par ailleurs mis en œuvre. On se gardera d'oublier, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l'effort immense consenti par l'OMVS. 4 500 000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ou MILDA et d'innombrables quantités de comprimés praziquantel ont été distribués dans les 4 pays. D'autres activités sont en cours d'achèvement, comme la réhabilitation de la grande digue de Tellel au Sénégal toujours pour 3600 hectares. L'impact des actions du PGIR sur le niveau de vie dans le bassin a été considérable. On comprend alors pourquoi, partout comme ici en Guinée, les populations réservent aux autorités du Haut-Commissariat un accueil chaleureux, expression joyeuse de leur profonde reconnaissance. Le plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées par ACI a enfin été tiré de sa longue léthargie. L'un des 2 projets inscrits dans son programme, le PAFISEM, destiné à renforcer la production des semences et à structurer la filière, doté d'un fonds de 7 millions d'euros grâce au gouvernement italien, a démarré effectivement le 12 février 2021. 10 600 bénéficiaires seront directement concernés par les activités de ce projet, dont l'impact contribuera à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour plus de 5 700 000 personnes vivant dans le bassin du fleuve Sénégal. Pendant que l'autre, le projet d'appui à l'émergence d'une agriculture durable dans le bassin du fleuve Sénégal, recevait le soutien de la BADEA à hauteur de 400 000 $. L'OMVS n'a jamais perdu de vue que le développement durable et la résilience ne sont possibles que dans le cadre d'un environnement sain et protégé. Aussi, les questions environnementales comme le changement climatique, la protection du massif du Fouta-Djallon et du fleuve sujet à l'agression naturelle et humaine, la lutte contre les plantes aquatiques nuisibles, les maladies hydriques font-ils constamment l'objet d'une constante vigilance. Dans ce cadre, l'OMVS a obtenu de l'AFD une subvention d'un montant de 600 millions de francs CFA pour une gestion durable de la ressource en eau et de l'environnement par la création d'outils de suivi, de connaissances et de renforcement de capacités, projet SCREEN. Par ailleurs, le Haut-Commissariat a renforcé les acquis en nouant de nouveaux partenariats avec la mise en œuvre de projets relatifs à la résilience face au changement climatique et pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. L'OMVS a la réputation d'être un modèle de gestion parmi les organismes de bassin. Pour autant, elle sait se remettre en cause et rénover au besoin sa gouvernance. Ainsi, une nouvelle clé de répartition des coûts et charges, en chantier depuis 2018, sera disponible et opérationnelle sous peu. Concernant la réforme institutionnelle destinée à adapter les textes régissant l'organisation au contexte actuel, l'OMVS a mené 2 études. L'une portant sur la gouvernance institutionnelle et l'autre sur les mécanismes de financement autonome des programmes de l'OMVS pour soulager les États membres. Elles sont à présent terminées. Les propositions tirées de leurs conclusions seront soumises pour adoption à l'occasion des prochaines réunions des instances supérieures de l'organisation. Le 29 juin 2021, le Conseil des ministres a adopté de nouveaux textes administrant le fonctionnement du Haut-Commissariat. Les anciens dataient de plus de 40 ans. Ils concernent notamment le statut particulier du personnel, le règlement financier, la législation des marchés et le manuel des procédures administratives, financières et comptables.
Mais à l'évidence, le plus grand défi de l'OMVS reste la préservation quantitative et qualitative de l'eau du fleuve dans un contexte de changement climatique inexorable et d'actions humaines destructrices. C'est pourquoi elle a multiplié les initiatives pour stabiliser les berges et protéger les têtes de source. Toutes choses qui garantissent la pérennité de la ressource. En effet, l'évasement du lit du fleuve et son endiguement par les sédiments provenant de l'érosion des berges favorisent l'évaporation. À ces défis s'ajoute la problématique de la pollution de l'eau que le haut-commissaire a décidé de prendre à bras-le-corps à travers une plaidoirie et un engagement personnel contre l'orpaillage sauvage et dévastateur sur tous les sites du Sénégal et du Mali. L'effort n'aura pas été vain puisque les autorités administratives ont adopté les premières mesures pour combattre le risque de pollution à grande échelle. Les fauteurs eux-mêmes s'y sont engagés, eux qui en sont les premières victimes. L'eau là même, quand même un animal, par exemple les vaches et les quilles, donc quand ils viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau là. Les forces de sécurité vont jouer leur rôle et tout leur rôle pour endiguer ces fléaux. Et l'État va les accompagner, les amener à être très vigilants, à les mettre sur le terrain. Nous allons essayer de voir comment établir un plan d'action entre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité des deux États pour maintenant mieux surveiller, mieux réprimer ceux qui vont continuer en tout cas à polluer la Falémé. Mais on s'en doute, aucune législation, si coercitive soit-elle, ne pourra enrayer ce fléau. Pour en venir à bout, une mobilisation transfrontalière et une prise de conscience générale sont indispensables. Il faudra aussi, grâce à une sensibilisation soutenue et constante, amener les populations à s'approprier les fleuves et leur environnement comme étant également des patrimoines culturels et affectifs. Mais pour les encourager à cela, il faut les aider à pratiquer des activités substitutives génératrices de revenus. Ce sont là quelques conditions de la pérennisation de la ressource. Certes, en créant l'association des maires OMVS et l'organisation des journées de l'OMVS, le haut-commissaire souhaitait susciter un engouement populaire favorable à cette appropriation et l'engagement des premiers responsables au niveau local. Mais il espérait aussi une autre appropriation, celle de l'OMVS par les peuples transfrontaliers du fleuve Sénégal, seul véritable garant, à son sens, de l'avenir de l'organisation. Pour relever par ailleurs le niveau technique et qualitatif des capacités de communication de l'OMVS afin de la hisser à hauteur des exigences de modernisation et du contexte particulier de la pandémie, il a été mise en place une plateforme collaborative à distance, non seulement au niveau de toutes les cellules nationales OMVS des 4 États, à commencer par le siège naturellement, mais surtout celui-ci a été équipé d'un système complet de visioconférences étendu à l'ensemble des cellules des 4 États membres de l'organisation. Par ailleurs, l'OMVS a renforcé un peu plus son leadership au sein du réseau africain des organismes de bassin RAOB. En effet, avec le Geneva Water Hub, elle s'est engagée dans la gouvernance des eaux souterraines, en particulier celle de l'aquifère sénégalo-mauritanien. Les aquifères constituent une ressource stratégique pour sécuriser l'accès à l'eau pour les populations et le développement socio-économique. Par conséquent, la coopération entre les États qui partagent les eaux souterraines de cette ressource de manière équitable et durable est primordiale. Aux réalisations matérielles de leur mandat évoquées plus haut, le haut-commissaire et son équipe ont eu, en outre, l'insigne privilège de voir s'ajouter la récompense de 50 ans d'expérience, d'excellence et d'exemplarité par des marques suprêmes de confiance et de considération. Mais encore, à l'occasion de l'ouverture de la 9e édition du Forum mondial de l'eau, organisé à Dakar du 21 au 26 mars 2022, le haut-commissaire a reçu des mains du ministre marocain de l'équipement et de l'eau, M. Nizar Baraka, le Grand Prix mondial Hassan II, distinction qui symbolise la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable. Pourquoi le choix de l'OMVS ? Ce choix a été motivé par le fait que cette institution joue un rôle exemplaire,
puisqu'elle agit non seulement en faveur de la concrétisation de la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique du grand bassin transfrontalier, le fleuve Sénégal, mais surtout, il promeut la paix, la prospérité et le développement territorial de ses pays membres. Pendant ce même temps, l'OMVS se voyait proposer à la nomination au prix Nobel de la paix. Les succès de l'OMVS que voilà, comme son devenir, résident dans la force de ses convictions et la fidélité à sa profession de foi qui résonne comme un serment. Solidarité, équité, partage. Et parce qu'aussi, il n'a jamais oublié que le présent sort du passé et qu'on va mieux où on va quand on sait d'où l'on vient. 12 mars 1972, 12 mars 2022. L'OMVS a 50 ans. Date historique, âge mythique, anniversaire que l'OMVS a fêté comme il se doit du 10 au 12 mars 2022, ou à Nouakchott naturellement, où il est né. Mais encore, ici, dans les locaux de la maison de l'OMVS, initiative heureuse qui venait tout juste d'être réceptionnée. La cérémonie commémorative sur le thème 50 ans d'excellence et de progrès, organisée à cette occasion, s'est déroulée en présence des ministres membres du Conseil de l'organisation, du haut-commissaire de l'OMVS et des directeurs généraux des sociétés rattachées à l'organisation. Un autre lieu historique de mémoire, entièrement rénové ici, à la baie, en République de Guinée-Conakry, cette villa construite expressément pour la circonstance par le président Ahmed Sékou Touré pour recevoir ses hôtes, Modibo Keïta, Mokhtar Ould Daddah et Léopold Sédar Senghor, venus procéder avec lui à la création de l'OERS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, ancêtre de l'OMVS, le 24 mars 1968. C'est justement pour assurer l'indispensable survie de cette mémoire et son partage que dès le lendemain du saccage et de l'incendie du CDA, Centre de documentation et des archives de l'OMVS à Saint-Louis, en 2020, que le haut-commissaire s'est rendu sur les lieux. Et sans tarder, il a pris de fortes décisions qui ont permis au CDA de reprendre ses activités 9 mois seulement après le sinistre. Parallèlement, le CDA a procédé à la refonte de son site et au lancement de sa plateforme électronique Collection digitale, en version web et mobile, permettant ainsi de démocratiser l'accès à l'information sur l'OMVS. Les résultats appréciables que voilà ont été obtenus malgré les effets de la pandémie. Effet d'autant plus sensible pour l'OMVS que ces activités sont pour beaucoup des opérations de terrain étalées sur 4 pays. Ils sont dus d'abord à la savante mise en musique par le Conseil des ministres des partitions claires écrites par les chefs d'État et de gouvernement, à la mobilisation de dizaines de femmes et d'hommes, au travail acharné d'une équipe et à l'engagement d'un haut-commissaire et son parti pris pour un type de management inédit à l'OMVS. Une constante présence physique à tous les niveaux, des visites multiples de tous les sites des projets de l'OMVS, des plus reculés aux plus inhospitaliers, Gouina, Koukountamba. À l'entendre, il ne pouvait tout simplement pas faire moins par philosophie personnelle et par devoir de reconnaissance. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au chef d'État de nos 4 pays de m'avoir donné cette chance-là. Alors, quand ils vous font confiance, je pense que le moins que vous puissiez faire, c'est d'être à hauteur de cette confiance. Et vous ne pouvez pas l'être en étant dans un bureau. Pour vivre la réalité du fleuve, il faut aller sur le terrain. Je pense que quand vous allez sur le terrain, vous vous rapprochez des populations. Donc vous vivez au quotidien leurs difficultés. On me l'a dit, cette hyperactivité, chacun est fait comme il est. Mais moi, j'estime que quand vous êtes chef, il faut que vous inspiriez les autres par votre exemple. Moi, j'ai toujours cette formule qui ne me quitte jamais, que j'ai lue quelque part. L'exemple est la plus belle forme d'autorité. Je dois dire que nous avons fait, en tout cas, beaucoup, et au regard des difficultés. Et c'est vraiment le lieu de saluer la résilience des personnels de l'OMVS, des cadres, mais également du personnel d'appui. Je me réjouis de la mise en place du comité de bassin, qui est notre Parlement, qui aujourd'hui est au courant de ce que nous faisons. Ce n'était pas le cas hier. Et plus ils sont au courant de ce que nous faisons,
ils sont sensibles aux enjeux. Plus ils défendent ce que nous voulons, et plus ils renforcent le socle sur lequel nous sommes assis. C'est pourquoi les journées portes ouvertes, que nous avons instituées également, et dont je suis très fier, la première édition a eu lieu à Dakar, la deuxième à Conakry, Nouakchott, Bamako, ensuite on reviendra à Saint-Louis, on était à Caille. C'est pour, encore une fois, créer ce maillon pour que l'OMVS ne soit pas qu'une organisation de cadres, ne soit pas qu'une affaire d'experts. Créer cette appropriation par les populations et de l'organisation et des enjeux que l'organisation représente. L'ambition que j'ai, concrétiser l'OMVS des peuples. Et quand on lui demande quel OMVS il faudra pour l'avenir de l'organisation, il répond sans embâche. L'OMVS des peuples. L'OMVS des peuples. Afin que continue de prospérer le bien-être socio-économique des populations aux besoins sans cesse grandissants, bien-être auquel l'OMVS a pour le moins fortement contribué. Et nul doute, tant que le souffle fervent de millions d'âmes à l'unisson gonflera ses voiles, l'OMVS continuera de voguer pour apporter aux populations encore plus de bien-être et de bonheur.